Ravie de vous retrouver ce soir. Donc en attendant d'avoir la chance de nous retrouver en présentiel, nous sommes enchantés ce soir de pouvoir vous proposer une nouvelle formule des conférences des mercredis d'Andoum en direct live grâce au partenariat avec l'OJUP-ITEAS et Aix-Marseille Université. Donc ce soir, c'est Thierry Dutoit qui nous fait la grande amitié de venir pour cette première de la reprise des conférences d'Andoum. Thierry Dutoit est directeur de recherche CNRS à l'IUT d'Avignon et nous parlera de restauration écologique. Cette conférence sera également accessible en replay sur tv.imbe.fr. Vous pourrez, pendant la conférence de Thierry, poser toutes les questions sur le chat et à la fin de la prestation de Thierry, nous lui poserons et il vous répondra à toutes les questions que vous lui aurez posées. Donc je laisse sans plus tarder la parole à Thierry Dutoit. Je vous souhaite une très très bonne conférence et je vous dis à tout à l'heure. Bien, mais merci beaucoup Carole, merci à toute l'équipe pour votre accueil sympathique dans les locaux. Bien content d'être avec vous, à défaut d'être en présentiel, au moins en direct. Donc ce soir, je vais vous parler de restauration, de libre expression, de réensauvagement, etc. Et bien évidemment, ce travail n'est pas un travail personnel, c'est un travail qui est le fruit de nombreuses collaborations avec des collègues, avec des étudiants, c'est le fruit de nombreux échanges. Et même dans cette présentation, j'ai assez classique pour des encadrants de thèse, j'ai piqué honteusement certaines diapositives qui m'ont semblé particulièrement pertinentes, mais j'en restitue ici la propriété. Donc, comme l'a dit Carole, je suis directeur de recherche au CNRS et les concepts ou les questionnements qu'on va aborder présentement sont bien évidemment pas essentiellement l'apanage en fait des scientifiques. Et tout à chacun peut s'approprier ces questions, ces réflexions. Et à tout chercheur également peut présenter des arguments qui sont quelquefois pas forcément fondés, mais au moins ils sont scientifiquement quelquefois, comme c'est indiqué dans le dessin de Charb, peu validés. Avant de commencer directement le sujet, j'aimerais faire quelques rappels préalables. Bien évidemment, en une demi-heure, on ne va pas aborder l'ensemble des concepts qui tournent autour de la restauration, de la réhabilitation, du réensauvagement, de la libre expression. Il y a de quoi faire plusieurs thèses, sinon une carrière pour plusieurs chercheurs sur cette thématique-là. Mais je pense que bien souvent, avant d'aborder la nature en tant qu'objet biologique, on oublie certains rappels avant d'envisager les rapports qu'on peut avoir avec elle, de destruction, de conservation ou autre. C'est que déjà, bien évidemment, la nature, elle a existé avant l'homme. Et cette nature, elle fonctionnait. On ne sait pas toujours très bien comment elle fonctionnait. On a souvent d'ailleurs des informations qui sont assez fragmentaires, des listes de quelques espèces, des morceaux, en fait, des fragments de certains individus. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que cette nature, elle fonctionnait, elle n'avait pas besoin de l'homme pour fonctionner. Une autre donnée aussi importante, c'est qu'il semblerait que cette nature, elle va survivre à l'homme. Dans certains endroits de la planète où il a lui-même disparu, où il n'a plus le droit de citer, comme dans l'ère de restriction de Tchernobyl, la nature s'est remise en marche, à la grande surprise, on va dire, de beaucoup de scientifiques, pour certains compartiments assez rapidement. Elle a cette capacité de résilience globale qui fait que, bon an, mal an, elle devrait nous survivre. On n'oubliera pas non plus que cette nature, elle vit avec nous. Je dirais pour le meilleur et pour le pire, mais que partout autour de nous, il n'y a pas besoin d'aller dans des espaces de nature patrimoniale ou extraordinaire pour voir cette spontanéité des phénomènes naturels dans les endroits les plus anthropisés, on va dire, de la Terre. On a constamment des espèces qui peuvent s'installer spontanément sans qu'on les ait plantées, sans qu'on les ait semées, etc. Et donc, il y a certaines spontanéités de la nature qui se manifestent assez généralement. Autre remarque importante aussi, avant de parler de restauration, de conservation, c'est qu'il n'y a quasiment sur Terre aucun milieu sans aucune vie, qu'on appelle azoïque. Au minimum, ces milieux sont dits parabiosphériques, parce qu'il quand il s'agit de déserts les plus chauds, de sommets les plus froids, ou au fond des abysses, dans les endroits les plus sombres, là où on peut trouver ce qu'on appelle des fumeurs noirs, il existe toujours un minimum, entre guillemets, de vie, qui n'est pas forcément une vie au sens de métazoaire, etc., mais on trouve généralement des bactéries, etc. Et ces systèmes sont
excessivement simples, ils présentent peu de diversité fonctionnelle, il y a peu d'espèces, mais ils sont quand même globalement très résistants par rapport aux conditions en fait, qu'ils subissent. Et ils sont aussi à la fois, c'est un peu un paradoxe fragile, puisque quand on change ces conditions, ils ont très peu de résilience en fait, par rapport à ce changement. Mais ce qui est vraiment important à avoir en tête, c'est que finalement, cette nature qu'on voudrait quelquefois conserver, restaurer, réhabiliter, réensauvager, globalement, on pourrait dire qu'elle n'a pas besoin de nous, aussi simple soit-elle, aussi peu complexe soit-elle en termes de structure de composantes, etc., elle est capable de se maintenir. Et il y a des travaux qui ont montré, par exemple, que dans les forêts boréales, qui sont des forêts qui sont relativement en fait, pauvres en espèces, elles sont très résilientes au régime de feu avec lequel elles coévoluent depuis des centaines d'années. Donc ça, c'est important parce que ça a amené certains chercheurs et également penseurs en, fait, en écologie à se dire que finalement, pourquoi se préoccuper de restauration, de réhabilitation, de renaturation, de réensauvagement, alors que, je reprends les propos de Robert Barbeau, à la fin des années 90, il dit « Dans la dynamique des écosystèmes naturels, il n'y a ni passé merveilleux, ni avenir menaçant. Seul l'homme en juge ainsi, soit par rapport à des critères subjectifs qu'il se définit, soit par rapport à un rêve qu'il projette sur le monde. » Voilà, nous voilà, je dirais, définitivement enterrés en tant que restaurateurs. Soit on fait de la restauration écologique basée sur des listes d'espèces, des espèces à valeur patrimoniale et c'est des critères subjectifs, soit on est plutôt sur de la libre expression du réensauvagement et là on projette carrément un rêve sur le monde, à savoir sur la nature. Donc finalement, toute réparation serait donc très anthropocentrée et la démarche écocentrée, qui serait celle de finalement au service de la nature, elle nous est finalement, je dirais en tant que scientifique, peut-être largement inconnue et peut-être qu'il faut s'adresser à des artistes, à des chamans, etc. pour savoir finalement ce que la nature a besoin. Donc ces préalables sont très importants, mais bien évidemment, on doit quand même se préoccuper de restauration, de réensauvagement, etc. Sinon, je ne serais pas là. Parce que tout simplement, actuellement, ce qui pose problème dans ces écosystèmes qui sont très simples, qui soient naturels ou alors qui soient simplifiés suite à la dégradation, suite à l'exploitation humaine, c'est que ces écosystèmes ont tendance, en fait, à augmenter en surface, etc. Les degrés en fait, d'anthropisation des écosystèmes sont de plus en plus forts. On parle quelquefois de seuil en fait, de dégradation irréversible ou catastrophique en fait, des écosystèmes. Et donc là, bien évidemment, se pose finalement la question essentielle, c'est la continuité, la pérennité de la présence humaine dans ce type d'écosystème complètement impropre, au moins au style de vie que nous avons. Alors, comme je vous disais, attention à un premier terme. On va faire souvent attention dans cette conférence aux termes qu'on emploie. Je pense que c'est très important. On a ces préalables, finalement, que la nature n'a peut-être pas tant besoin que nous, finalement, pour continuer à perdurer. Mais quand on parle d'écosystème dégradé, encore une fois, qu'est-ce qu'un écosystème dégradé? C'est un écosystème qui a perdu des espèces, un écosystème qui a perdu des fonctions. Mais attention, finalement, cette dégradation, elle est évaluée à l'aune des critères que nous pouvons mesurer à l'instant T, actuellement. Or, bien évidemment, pour certains groupes, on est capable d'identifier la très grande majorité des espèces de plantes, de certains compartiments de faune, etc. Mais si on s'intéresse, encore une fois, aux bactéries, aux virus, à certains champignons, quelquefois, il peut manquer toute une partie d'un compartiment, en fait, de la biodiversité, notamment dans les sols, etc., qui va nous manquer. Donc attention à son concept de dégradation et dégrader ce qu'on est capable de mesurer par rapport à certains paramètres. Et puis, quelquefois, on peut louper, en fait, certains paramètres qui font qu'on va trouver une bactérie particulièrement spécialisée dans un milieu très difficile. L'écosystème est dégradé, certes, mais cette bactérie, on pourra s'en servir peut-être pour dépolluer en fait, tel ou tel sol. Donc attention à ce concept de dégradation, d'altération, etc. Il est à mesurer à l'aune, finalement, des paramètres qui nous sont accessibles. Alors en matière de restauration, donc je parle de réparation, puisqu'ici j'ai parlé à la fois de restauration, de réensauvagement, de réhabilitation, donc j'ai choisi le terme de réparation qui vaut ce qui vaut. Qu'est-ce qu'on cherche à réparer quand on a des opérations de restauration écologique, de réensauvagement, etc. Souvent, en fait, c'est des biodiversités, j'insiste sur le pluriel, on peut être amené à vouloir conserver une communauté végétale, une population pour de telle ou telle espèce, et bien évidemment, tout type de biodiversité et aussi à tout niveau d'organisation du vivant. On peut avoir des opérations de restauration écologique qui vont consister à restaurer la diversité intraspécifique d'une espèce devenue rarissime, jusqu'à des opérations de restauration qui vont consister en fait, à restaurer des ensembles d'écosystèmes ou éco-complexes, à savoir des paysages. Donc des biodiversités, donc vous voyez déjà l'ampleur de la tâche par rapport à la complexité du vivant dans ces différents compartiments, mais également par rapport en fait, à ces niveaux d'organisation. On cherche aussi à réparer des fonctionnalités. Alors là, il faut faire bien attention, on parle surtout de ces fonctionnalités qui nous rendent des services, les fameux services écosystémiques, mais quand on réhabilite, quand on restaure un écosystème, on cherche aussi
à restaurer en fait ces fonctionnalités qui lui permettent de fonctionner de manière autonome et de ne pas être sous perfusion d'interventions de restauration régulière ou de conservation à un haut niveau. Alors, c'est quand même des compartiments, en fait, des axes, on va dire, de réparation, de restauration qui sont assez connus, hein, biodiversité, fonctionnalité. Ce qu'on sait moins, c'est qu'on a actuellement de plus en plus d'opérations qui se préoccupent non pas de la biodiversité, non pas de la fonctionnalité, mais de la naturalité, hein, la wilderness ou la naturalness en anglais. Et ces naturalités sont aussi plurielles, c'est-à-dire qu'on ne perçoit pas le vivant de la même façon. Et certains biologistes ont distingué différents types de naturalité. La naturalité originelle, qui serait celle des écosystèmes avant que l'homme ait un impact significatif en fait, sur les écosystèmes, à savoir généralement au cours du paléolithique, où il va commencer à avoir une action significative de par ses feux et par ses actions de chasse dans l'élimination des grands herbivores. On peut aussi avoir des naturalités qui vont être qualifiées de potentielles. Cette naturalité originelle, on a très peu de projets de restauration de naturalité originelle. Ce serait une sorte d'Holocène Park, ce ne serait pas du Jurassic Park, mais du Holocène Park, puisque depuis cette période-là, notre climat a bien sûr beaucoup évolué et la nature, aujourd'hui, sans l'homme, elle serait bien différente elle-même de cette nature originelle. Donc, c'est ce qu'on appelle la naturalité potentielle. Là aussi, on a peu de projets de restauration de cette naturalité potentielle, de qu'est-ce que serait la nature, finalement, sans l'homme et avec toute cette évolution. La plupart des projets, finalement, qui impliquent une conservation de la naturalité sont de la naturalité future, c'est-à-dire une fois qu'on a cessé, en fait, la dégradation des écosystèmes et qu'on laisse l'écosystème évoluer, tout en sachant, on y reviendra, qu'il a avec lui l'héritage de toute l'histoire de son exploitation passée par l'homme et également l'héritage de tout ce qu'il y a autour, des effets de voisinage, etc., qui font qu'aucune nature ne peut être actuellement sur cette planète totalement vierge d'impact humain passé ou présent. Alors commençons à regarder un peu les définitions. On pourrait passer toute cette présentation sur les définitions de la restauration écologique, de la réhabilitation, du réensauvagement, de la libre expression. Donc j'irai assez vite là-dessus pour aller sur les exemples qui sont issus de nos propres travaux, donc notamment sur la plaine de Crau. Donc la restauration écologique a été définie par la Société d'écologie de la restauration comme une action qui consiste à assister à la régénération d'un écosystème qui a été dégradé, altéré ou détruit. Personnellement, c'est une définition que j'aime bien, elle est très large et c'est une définition qui pose bien les choses. Elle nous dit bien qu'on va assister finalement une résilience de la nature qui est capable de se mettre en place et comme on dit, on va soit la manipuler, soit la piloter pour l'amener vers un écosystème de référence, lui faire suivre une trajectoire. Si on arrive à la restauration totale de toutes les fonctions, de toutes les composantes, on va parler de restauration sensu stricto. Si on s'arrête un peu en cours de route, si on est juste capable de restaurer certaines fonctions, on va parler de réhabilitation. Et si au contraire on amène la trajectoire de cet écosystème dégradé vers autre chose que ce qu'il a été avant le stade de dégradation, on va parler de réaffectation. Je n'irai pas plus loin en fait, dans ces termes. L'écologie de la restauration reste une science jeune qui a pris son essor dans les années 80 et les définitions sont loin d'être posées et elles sont encore sujet à débat. En fait, ce qui est toujours intéressant en matière d'écologie de la restauration, parce que quelquefois on l'oublie, hein, l'écologie de la restauration elle ne se supplante pas en fait, aux capacités de résilience de la nature, elle vise à les orienter, à les piloter par rapport à certains objectifs que l'homme se définit. Et dans l'écologie de la restauration sensu lato, le fait de ne pas intervenir, donc de laisser les écosystèmes s'exprimer entre guillemets de manière spontanée, c'est aussi une action de restauration puisqu'on choisit en connaissance de cause de ne pas intervenir. Alors, très rapidement, un petit bilan sur cette écologie de la restauration. Comme je dis, c'est une science jeune qui est surtout basée en fait, sur des retours d'expérience. Et il a fallu attendre, je dirais, une puissance informatique assez conséquente, la possibilité de réaliser des méta-analyses sur de nombreux cas qui ont été renseignés et documentés, pour se savoir que finalement, alors là aussi c'est bien sûr sujet à débat, dans la plupart quand même des cas, on n'aboutit jamais en matière de restauration écologique à restaurer l'intégralité de ce qui a existé. On peut parler de succès de restauration quand on a atteint tel ou tel objectif, telle population, on a pu la restaurer, mais globalement, l'ensemble des caractéristiques des écosystèmes, dans toute leur biodiversité, dans toutes leurs fonctions, il n'y a quasiment aucun exemple, en fait, à ma connaissance, même à moyen et à long terme, où on a été capable de restaurer l'ensemble de cette intégralité de ce qui existait. De manière aussi intéressante, et dans beaucoup de travaux qui ont pu s'intéresser, en fait, à des comparaisons entre des écosystèmes qui ont été restaurés de matière active avec des actions, basées sur du génie civil ou du génie écologique, on y reviendra, ou au contraire du laisser-faire, de l'auto-réparation, de la résilience,
on constate dans ce qui est dit ici que finalement, bien souvent, la restauration dite active n'a en tout cas pas fait mieux que les capacités de résilience de l'écosystème lui-même. Alors, comme le disent les auteurs de cette publication, il faut faire très attention à ce type de résultats, car effectivement, dans leur cas, ils ont comparé des types de restauration souvent différents, dans des milieux différents. Ils n'ont pas eu l'occasion de comparer en fait, des actions de restauration différentes, tel type de restauration, l'absence de restauration, au même endroit et en même temps. Et ça, c'est particulièrement important. Et c'est particulièrement important parce que toute action de restauration, toute action de réensauvagement ou de libre expression se fait dans un cadre spatio-temporel, je dirais, contraint. Je commençais à en parler un petit peu. C'est que l'action de restauration se fait à un temps donné, dans un contexte donné, pour un écosystème donné, par rapport à certains objectifs. Et donc, comme on peut le voir dans ces travaux, les résultats, finalement, on n'a pas l'apparition d'une théorie unifiée qui dirait que telle action pour tel type d'écosystème, et quelle que soit l'année, a été effectuée et reproduit les mêmes résultats. Bien au contraire, il apparaît que les actions de restauration, finalement, sont à la fois site-dépendantes ou également à la fois dépendantes de l'époque où on la met en place, et que finalement, la même action de restauration répétée, même pour le même type d'écosystème, mais dans un cadre spatial historique et de temps différents, vont donner des résultats assez différents. Donc, d'une très grande difficulté, finalement, de modéliser, de généraliser ces résultats. On a surtout des retours d'expérience et on a très peu, finalement, de théories sur lesquelles s'appuyer en matière de restauration écologique. Donc voilà, très rapidement, brosser le bilan en fait, de l'écologie de la restauration. J'espère que je ne l'ai pas enterré parce qu'elle a quand même de beaux résultats, de succès, en fait, on va dire, mais qui ne sont pas le succès total escompté d'avoir une certaine capacité à, quelque part, réparer ce qu'on a détruit dans des intervalles de temps relativement courts ou même à moyen terme. Donc, de fait, la question qui s'est posée en parallèle de ces actions d'écologie de restauration active, d'interventions quelquefois très lourdes de la part d'engins de génie civil, etc., qui avaient des coûts conséquents et qui eux-mêmes étaient quelque part des perturbateurs du fonctionnement actuel de notre planète, puisque ces engins émettent du CO2, consomment des hydrocarbures, etc. On s'est posé la question, finalement, est-ce qu'il est nécessaire de restaurer ces écosystèmes dans un cadre de résilience globale, à savoir que dans les endroits les plus anthropisés, la nature finit, entre guillemets, toujours par revenir. Ne dit-on pas que la nature revient au galop, et vous voyez, sous des surfaces bétonnées, etc. Même si c'est une espèce invasive, ici de l'arbre au papillon, un Buddleia davidi, on a franchement des successions végétales qui se remettent en place. Et donc ça aboutit à ce fameux concept très, très important en écologie de la restauration, et même je pense en biologie évolutive, qu'il faut arrêter de considérer les écosystèmes qui ont subi des perturbations humaines très fortes, qui ont perdu des espèces, qui ont perdu des fonctions, comme des écosystèmes dégradés, mais tout simplement comme des nouveaux écosystèmes, un nouveau départ en fait, puisque même s'ils sont actuellement pauvres en espèces, même s'ils ont perdu certaines fonctions, même s'ils sont moins résistants ou persistants que d'autres écosystèmes plus diversifiés face aux perturbations, on a à chaque fois ces écosystèmes peuvent en fait se remettre en marche, bien évidemment quand on a retiré l'action d'exploitation intensive de l'homme. Et cette notion de nouvel écosystème, elle vient du fait qu'à partir d'un certain moment, en matière d'écologie de la restauration, on a quelquefois des impacts qui sont trop forts pour pouvoir arriver à restaurer cet écosystème, soit de la perte de nombreuses composantes, soit des altérations des facteurs abiotiques. Donc ça a laissé libre cours, je dirais, encore une fois en parallèle, ce n'est pas venu après, à d'autres concepts, en fait, d'autres rapports par rapport à cette restauration. On parle cette fois-ci de laisser les écosystèmes en libre évolution. Donc une fois que la perturbation a été arrêtée, on n'y touche plus. Alors bien évidemment, comme j'ai dit, elle reste sous l'influence de son passé et du voisinage, voire même pour accélérer les choses, comme il m'a manqué certaines composantes, et les composantes qui manquent bien souvent, ce sont la mégafaune, à savoir les grands herbivores et leurs prédateurs. On peut parler de réensauvagement quand on va inclure en fait à nouveau ces espèces pour accélérer le retour à un fonctionnement considéré plus naturel ou plutôt plus spontané dans le contexte actuel. Encore une fois, j'insiste beaucoup sur le fait que la libération de ces écosystèmes, les laisser en libre expression, ou le réensauvagement ne va pas de soi, puisque ça me permet de faire la transition avec ce que nous faisons dans l'accro. Il y a toujours un legs humain, un héritage de l'exploitation humaine. Ainsi, dans la plaine de Cros, par exemple, on a une exploitation pastorale depuis la fin du Néolithique qui s'est manifestée sous l'effet de la construction de bergeries à différentes époques, depuis l'époque romaine. Et dans nos travaux, on a pu montrer que le simple fait d'avoir concentré des brebis pendant quelques dizaines d'années
a encore un impact 1500 ans après l'abandon en fait, de ces enclos. Les sols restent toujours marqués par des quantités de matière organique, par des quantités de carbone total, de phosphore total, etc., significativement supérieures à la steppe qui, a priori, n'a pas connu en fait, ce type d'installation d'enclos. Donc finalement, des perturbations même mineures, simplement la concentration de brebis peut avoir des effets en fait, sur plusieurs milliers d'années. Donc ça laisse imaginer l'empreinte qu'on est en train de laisser actuellement en fait, par rapport aux impacts qu'on peut avoir qui sont beaucoup plus importants que simplement la concentration de quelques brebis. Et donc, même si on passe à la libre expression, même si on passe au réensauvagement de ces écosystèmes, on va avoir cet impact qui va certainement en fait, se maintenir pendant plusieurs milliers d'années, d'où cette question, est-ce que notre empreinte elle est indélébile ou pas. Donc nous, on a eu, voilà un peu le cadre de cette présentation. On a eu l'occasion de tester un peu, je dirais assez modestement d'ailleurs, ces différents concepts, sans se rendre compte en fait, qu'on suivait en fait, ce fil conducteur. On travaillait sur la plaine de Crau, qui est donc un espace de type steppique avec une importante biodiversité située dans le sud-est de la France, entre l'étang de Berre, la Camargue, etc. Donc c'était une des rares steppes qu'on pouvait avoir en Europe occidentale, qui aujourd'hui, suite en fait aux différentes exploitations humaines, qu'il s'agisse de carrières, d'installations militaires, de vergers, a perdu 80% de sa surface originelle. Donc elle s'est réduite notamment comme peau de chagrin, mais également elle s'est fragmentée. On avait un seul morceau à l'origine d'à peu près 50 000 hectares. Aujourd'hui, on en a une quinzaine de morceaux, dont le plus grand ici au centre fait à peu près 6 000 hectares. Donc on a eu l'occasion, je dirais, hélas peut-être, d'expérimenter donc de la restauration écologique, notamment dans le cadre de la restauration d'un verger intensif, sur lequel on est intervenu, je dirais, avec une restauration de type classique, une restauration active, basée sur du génie civil, des importants moyens financiers et technologiques. Alors, on a pu ainsi tester à la place de ce verger pour retourner à la restauration, je dirais, intégrale de la steppe qui préexistait, à du semis d'espèces qu'on appelle nurse, qui vont aider les autres espèces à arriver. On a fait de l'étrépage du sol, c'est-à-dire qu'on a pris du sol à un endroit pour le remettre, pour ensemencer en fait, les sols qui avaient été transformés suite à la culture du verger. On a également fait du transfert de foin, où là on a aspiré en fait, le foin dans l'accro pour le déposer. On a fait du transfert de sol, etc. Je dirais tout un panel d'interventions qui vont de choses relativement douces, comme le semis d'espèces nurse, jusqu'à des interventions très lourdes, notamment le transfert de sol, qui sont un peu, je dirais, de la restauration aussi shadowkienne, puisqu'on détruit à un endroit pour restaurer à un autre endroit, mais il s'agissait dans ce cadre-là d'opérations de sauvegarde. Que nous ont montré nos résultats. On a la chance d'avoir pu suivre ces résultats pendant une dizaine d'années. Je remercie donc Renaud Jonath, qui a été l'étudiant en thèse initiale sur ce sujet, qui a continué à faire ses relevés régulièrement. C'est que globalement, quelles que soient les techniques, ne serait-ce que pour restaurer la richesse en espèces de la steppe qui préexistait, aucune technique, finalement, au bout d'une dizaine d'années, quel que soit ce qu'on ait pu faire et quels que soient les moyens, n'a pu tout simplement restaurer de manière significative la même quantité d'espèces qui étaient présentes en fait, dans cette steppe. Alors tout le monde sait bien sûr que la quantité d'espèces n'est pas un bon indicateur pour la restauration, qu'il faut se préoccuper du statut de ces espèces. C'est ce qu'on a un peu ici avec cette image un peu d'art contemporain. Ici, en fait, on prend en compte dans les différents traitements à la fois la richesse en espèces, à la fois la fréquence de chaque espèce et le statut de l'espèce. On constate qu'en 10 ans, notre milieu de référence qu'on appelle le Koussoul, c'est le nom local, a peu évolué. Il est très bien intégré aux perturbations locales, au passage des troupeaux, au printemps sec comme on l'a actuellement. Par contre, globalement, tous les traitements nous montrent qu'on va vers cet écosystème de référence, mais vous le voyez, le chemin le plus court, ce n'est pas la ligne droite, et on peut se poser la question de la quantité d'années qu'il nous faudra encore pour parcourir cette distance entre les traitements les plus lourds et les plus efficaces, qui sont le transfert de sol et l'étrépage, mais on est encore loin en fait, d'atteindre cet écosystème de référence, malgré les moyens qui ont été mis en place et après une dizaine d'années de suivi. Bon, après, il ne faut pas trop s'en inquiéter, puisque nos travaux en paléoécologie montrent que cette steppe, finalement, elle a mis 1600 ans, plus de 6000 ans à nous parvenir telle qu'elle est, donc on peut encore se permettre de continuer nos suivis. Alors, fort de ces premiers résultats, sur cette absence de résultats, je dirais, probants de cette restauration écologique lourde basée sur de l'ingénierie civile, on s'est basé de plus en plus sur ce qu'on appelle les écotechnologies, les solutions fondées sur la nature, l'ingénierie écologique, à savoir que plutôt que de faire appel forcément à un génie civil très lourd, qui finalement ne donne pas tous les résultats escomptés et qui a lui-même des impacts environnementaux, pourquoi ne pas utiliser le vivant pour, entre guillemets, restaurer le vivant ?
C'est ce qui a été fait dans le cadre d'une fuite d'hydrocarbures qui est survenue, hélas, dans la plaine de Crau en 2009, pas très loin de l'opération précédente, où au départ, on a mis en place une ingénierie très lourde de transfert de sol pour remplacer les sols qui avaient été considérablement pollués par la nappe de pétrole et qui ont été évacués dans une décharge. Donc, vous voyez ici les travaux en 2011 qui sont mis en place pour mettre en place une sorte de rustine en fait, quand même de 5 hectares. C'est une grosse rustine dans la plaine de Crau. Et vous avez ici la même image quelques années après. Donc la végétation est bien revenue. Il s'agit bien d'une végétation herbacée. Mais je pense qu'il n'y a pas besoin de faire de hautes études en botanique ou en écologie végétale pour s'apercevoir que ce n'est pas tout à fait la même chose. Et à nouveau, même après une dizaine d'années de suivi, on est loin d'avoir restauré l'intégralité de la composition de la richesse de ces milieux. Donc là, l'opération avait consisté à la remise en place en fait, des différentes couches de sol. Et ces différentes couches de sol, la remise en place de ces couches de sol, malgré ce travail vraiment, je dirais, d'orfèvre en matière de reconstitution pédologique, même si les volumes sont conséquents, 72 000 tonnes, n'ont pas donné les résultats probants. Et donc on s'est dit, mais pourquoi ne pas utiliser un ingénieur de l'écosystème qui serait capable de faire le travail à la place, on va dire, des engins de chantier. Et on s'est intéressé donc aux fourmis, à une fourmi moissonneuse qui est présente dans l'accro depuis plusieurs, bien évidemment, milliers d'années et qui transporte plus de 70% des graines en fait, de plantes dans l'accro, ont leurs graines transportées par les fourmis. Alors bien évidemment, elles les mangent, mais en cours de route, elles peuvent en oublier ou en faire des petits stocks qu'elles oublient ou en déposer directement dans leur dépotoir. Donc l'idée a été de récolter des reines fondatrices, qui sont des individus sexués qui ont été fécondés. Alors comme on est scientifique, on les a mis dans des éprouvettes et on les a réimplantés sur le site, à peu près 200 reines fondatrices. Et on a constaté, là je serai encore une fois très rapide, dans un article qu'on a publié assez récemment, que c'était vraiment une opération qui était extrêmement prometteuse, puisque les fourmis étaient vraiment capables, à partir par rapport à la zone qui était en cours de restauration, mais sans fourmis, de stocker les graines et de restaurer, je dirais, la mémoire séminale de cette steppe en amenant les bonnes graines. Les dépotoirs proches des nids de fourmis sont un véritable petit sachet de graines en fait, pour la restauration de ces milieux. Encore plus intéressant, il s'agit vraiment de fourmis agricultrices, parce que non seulement elles amènent les graines, elles vont à nouveau les ressemer, celles qu'elles laissent dans leur dépotoir, mais elles vont brasser le sol. Rappelez-vous, il y avait ces différentes couches de sol qui avaient été mises en place, et on a constaté cette action de brassage de sol et d'incorporation de la matière organique qui permet finalement au milieu où on a mis les fourmis, de se rapprocher, on n'y est pas encore, mais ça fait quand même que quelques années que cette opération a été faite, de ce qu'on peut voir dans la steppe de référence, dans cette steppe de référence, avec ou sans les fourmis. Alors, comme vous voyez, cette évolution, on est passé d'une ingénierie civile de restauration très lourde, très, je dirais, industrielle, à commencer à utiliser en fait le vivant, l'ingénierie écologique, ces espèces qu'on appelle ingénieurs des écosystèmes, pour finalement, en bout, je dirais, de cycle, suite à une demande en fait de Carrier par rapport à la réalisation de diagnostics de leurs impacts et de voir ce qu'on devait faire en termes de restauration, de se poser la question, est-ce que maintenant on ne franchit pas le Rubicon et on laisse totalement faire en fait dans ces écosystèmes. Donc voilà, pour mémoire, à quoi ressemblait la steppe de Crau dans les années 80. On a pu retrouver des diapos sur les sites où ont été mises en place ces carrières. Ces carrières sont des impacts considérables puisque le sol est totalement détruit. On va récolter le matériau, donc des cailloutis duranciens jusqu'à la nappe. On peut descendre jusqu'à 12 mètres de profondeur. Donc ça, c'est une photo qui a été faite en 83. On voit bien ici le plot de béton qui supporte le concasseur. Et on a eu la chance de pouvoir trouver le même site voilà, en 2015. Et on voit bien le considérable impact, cette trace que laisse en fait cette exploitation, puisque à l'époque il n'y avait pas d'études d'impact, il n'y avait pas de mesures ni de réhabilitation ni de restauration. On peut encore faire pire, parce que bien souvent dans ces carrières ont été installées des unités de transformation, ce qu'on appelle des centrales à béton, ou ici on appelle des centrales à bitume. Et vous voyez que quand il y avait, je dirais, une fournée qui ne marchait pas, le bitume excédentaire, on l'étalait partout, etc. Donc on a une véritable surface, on a l'impression d'avoir des grandes aires de supermarché, de parking. Et là aussi on a pu retrouver en fait cet endroit, notamment grâce à cette pierre et puis à cette allée bituminée. Et puis le voilà aujourd'hui. On est vraiment dans cette problématique de nouvel écosystème, de nouvelle nature. Ces milieux n'ont plus rien à voir avec la steppe qui préexistait. On a de l'eau qui est présente, on a des mares temporaires. Et on s'est donc posé la question de la nécessité finalement d'aller restaurer ces milieux-là alors qu'ils avaient une trentaine d'années de libre évolution. Il ne s'agit pas de réensauvagement parce qu'on n'a pas introduit d'herbivores sauvages. Les herbivores domestiques ont continué quelquefois à pâturer. Et donc on s'est posé la question finalement
d'intervenir. Donc tout un tas de diagnostics ont été faits dans ces zones de carrières. Donc là, vous avez les anciens vergers dont j'ai pu parler tout à l'heure, voilà les carrières. Et on s'aperçoit très bien que les carrières, par rapport à la steppe qui constitue la matrice de ce paysage, encore, cette matrice de pelouse de type steppique, on voit bien que les milieux à une simple photo aérienne sont de fait beaucoup plus hétérogènes que ce qu'on a autour. Et donc ça se traduit, une fois qu'on essaye d'identifier, de classer et d'inventorier les différents milieux, ces carrières, ces anciennes carrières, de par les différences de modalités d'exploitation et de conditions d'abandon, créent une hétérogénéité incroyable en fait en type de milieu, puisqu'on va aller, alors qu'on se trouvait initialement dans une steppe semi-aride, on va aller jusqu'à trouver des nappes d'eau permanentes, des mares temporaires, des ripisylves, des milieux broussailleux, enfin énormément en fait d'habitats, comme vous pouvez le voir sur ce schéma. Et on a donc une grande diversité d'habitats finalement par rapport à la steppe originelle. Alors ça, ce n'est pas tout, ça pourrait être déjà un premier questionnement de se dire finalement on a plus de diversité d'habitats, plus d'ambiance, plus de paysages, etc. Il y a un ressenti de naturalité qui est beaucoup plus important dans ces milieux-là que dans la steppe de Cros, quand on fait abstraction bien sûr des anciens bâtiments d'exploitation. Mais même si on veut regarder d'autres critères qui sont quelquefois dits subjectifs, à savoir, c'est bien beau d'avoir ces nouveaux milieux, mais qu'est-ce qu'il y a dedans en termes de conservation? On doit se baser sur des listes d'espèces ou d'habitats protégés. On s'est rendu compte que dans les carrières, on avait déjà plus d'espèces. Bon, c'est très bien, mais si c'est des espèces invasives, ce n'est pas très intéressant. Mais si on se référait aux différentes listes de classement, que ce soit à l'échelle européenne, à l'échelle nationale ou régionale, on avait plus d'espèces qui étaient considérées comme à valeur patrimoniale ou d'espèces extraordinaires par leur rareté que dans la steppe elle-même. Donc là, bien sûr, ça a complètement changé notre vision des choses sur la nécessité d'intervenir pour ce genre de milieu. Et actuellement, donc, il est prévu dans ces anciennes carrières qui sont en libre évolution, aucune intervention lourde de gestion. On va laisser ces milieux évoluer et faire une veille écologique pour voir où ils nous conduisent. Parce que bien souvent, les compositions en espèces de ces nouvelles communautés végétales n'ont pas d'analogue. Et bien malin serait la personne qui peut nous dire voilà, ce sera comme ça dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Parce que les conditions sont complètement nouvelles à l'échelle locale, plus au niveau climatique, avec les changements climatiques. Et donc, on a des combinaisons d'espèces qu'on n'a jamais vues jusqu'à présent dans les écosystèmes dits qualifiés plus d'historiques. Alors, la dernière étape, finalement, après l'intervention lourde, après la gestion avec l'ingénierie écologique et le laisser-faire, ce serait le réensauvagement. Donc, selon la définition du réensauvagement, il faut que des espèces en fait, dites sauvages qui ont vécu dans ce milieu-là reviennent, soit introduites, soit elles reviennent de manière, on dirait, passive dans le milieu. Alors, je dirais que le réensauvagement passif, il est en cours. Puisque, comme un peu partout dans l'est de la France, le loup revient, et il revient même dans la plaine de Cros. Et on se doute bien que déjà, ça va être difficile pour lui, parce que, on est, encore une fois, c'est bien beau de parler de réensauvagement, mais on est dans ce contexte très particulier des contraintes spatiales, il y a des routes, etc. Et c'est surtout un monde d'élevage, plus de 120 000 brebis. Donc, passer de la libre expression de certains écosystèmes à la réintroduction d'herbivores sauvages ou de leurs prédateurs de manière passive, vous l'imaginez bien, dans ce type de milieu, va poser d'autres problématiques. Et c'est ce que j'ai voulu simplifier ici en mettant que le réensauvagement passif va rencontrer quelques difficultés. Quelques mots pour conclure. C'était mon intervention, une demi-heure, c'est un peu une gageure sur ce type de sujet. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'on restaure de manière active l'écosystème, de manière passive, qu'on réhabilite, qu'on laisse faire, qu'on veuille renaturer ou réensauvager. La nature a toujours, je dirais, son mot à dire et nous n'aurons jamais les natures que nous voulons. Il y a toujours une part en fait, de spontanéité. C'est ce qui est, je pense, assez agréable pour les biologistes de pouvoir toujours s'émerveiller sur les capacités du vivant, à la fois dans sa diversité et dans son fonctionnement. Ce qui est important aussi, c'est qu'en matière de restauration, enfin de réparation des écosystèmes, il n'y a pas de paradigme, on n'a pas une théorie unifiée. Et qu'à chaque opération, elle a ses objectifs propres, elle a son contexte propre, elle a son histoire propre. Et je pense qu'à la diversité des actions de restauration, de réparation, répondra une augmentation de la capacité de résilience globale de la nature. Face au peu de résultats qu'a pu faire la restauration, je dirais, intégrale, sensu stricto, face à l'incertitude où nous laisse la libre expression des écosystèmes ou le réensauvagement, et bien sûr, c'est peut-être le message principal, de toujours mettre la priorité en matière d'aménagement du territoire sur l'évitement des impacts, la préservation, la conservation, plutôt que la compensation et la restauration dans le cadre de la compensation, parce que bien évidemment, je le répète, on est pour l'instant dans l'incapacité de restaurer l'intégralité de ce qui a été détruit. Quelles sont les perspectives futures? Il y a énormément de sujets passionnants sur lesquels on peut travailler, quelle que soit l'approche disciplinaire scientifique,
Quelle nature voulons-nous et pourquoi? Quel type de nature? Ce qu'on veut aujourd'hui ne sera pas peut-être ce qu'on voudra demain. On voit bien l'évolution. Il y a 50 ans, on n'était pas du tout dans les mêmes objectifs. Donc, quelle priorité on y met? Quelle priorité par rapport à l'ampleur de la tâche, sur le fonctionnement, sur la naturalité, sur la richesse? Important aussi, est-ce qu'on peut comparer le succès de différents concepts de réparation? Est-ce qu'on peut comparer à un même endroit des techniques de restauration passive avec du réensauvagement ou de la restauration active? Ce serait vraiment un travail à faire qui demande vraiment des situations très, très particulières pour pouvoir le mettre en place. Et surtout, dans un cadre de crise économique et de crise environnementale, comment on peut accroître réellement la part en fait, de ces solutions fondées sur la nature qui ont des impacts environnementaux et des coûts économiques bien moindres que les solutions classiques de restauration. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup Thierry pour cette très très jolie conférence où on a appris beaucoup de choses. Alors je suis derrière l'ordinateur et nous avons beaucoup de questions des internautes. Alors je vais te les poser comme elles me sont posées, sans les modifier. Donc une première question de Gabriel qui nous dit: en voulant restaurer un écosystème, ne risque-t-on pas de perturber de nouveaux équilibres qui se sont péniblement mis en place après la première perturbation? Oui, c'était une très bonne question et je répondrai que oui, bien évidemment. C'était le cas que j'ai voulu illustrer à travers l'exemple des carrières, où finalement ces anciennes carrières n'avaient pas été restaurées. Elles ont une certaine forme de résilience globale. Ce n'est pas du tout la nature qu'on espérait initialement, ce n'est pas de la steppe, mais ça n'aurait pas de sens maintenant d'avoir des interventions de restauration active pour restaurer la steppe, alors que ces nouveaux écosystèmes, finalement, sont très intéressants. De par déjà leur naturalité, la perception qu'on peut avoir, c'est très différent de la steppe, mais en plus, cerise sur le gâteau, finalement, au bout de 30 ans, on trouve autant, je dirais, d'espèces rares que ne peut en abriter la steppe. Donc c'est une question qui est tout à fait pertinente. Il n'y a pas besoin forcément d'une intervention à tout crin, notamment quand la perturbation a été arrêtée déjà il y a quelques dizaines d'années. Par contre, oui, effectivement, il vaut mieux quelquefois intervenir juste à la fin de l'exploitation, au moment où on n'a pas encore cette résilience de la nature qui s'est manifestée. Très bien. Une autre question d'Hugo qui me semble intéressante. La restauration passe-t-elle parfois par la destruction ou la gestion d'espèces dites exotiques ou envahissantes? Oui, bien évidemment. Les interventions en fait, d'éradication d'espèces dites envahissantes peuvent être entrées dans la catégorie des opérations de restauration. Là aussi, il faut être très prudent. Puisqu'on peut être amené à détruire une espèce parce qu'on va considérer qu'elle est compétitive en fait, par rapport à une espèce locale à forte valeur patrimoniale. Encore une fois, ici, il faut bien regarder les contraintes d'espace et de temps. Souvent, comme on a une phrase qui dit « si une espèce était invasive, on le saurait, il n'y aurait plus qu'elle partout ». Or, ce n'est pas le cas. Il y a finalement des opérations de régulation. Et ce qui est très important aussi, c'est que quelquefois, quand on regarde avec le temps, c'est que ces espèces en fait, envahissantes peuvent elles-mêmes transformer l'écosystème, notamment apporter de la matière organique là où on a par exemple retiré le sol et accélérer la résilience je dirais, de communautés végétales plus arbustives ou plus boisées. Donc il faut faire très attention aussi à ces opérations d'éradication. Elles sont bien évidemment légitimes dans un contexte notamment par exemple sur les petites îles méditerranéennes, etc., ou dans des contextes bien précis de réserve où une population d'espèces rares ou un habitat rare est menacée, mais elles ne le sont pas, je dirais, partout et en tout temps. On a plus de recul maintenant sur certaines de ces espèces qui sont dites invasives, qui peuvent avoir l'impression de prendre l'ensemble des ressources, mais finalement, ça n'a qu'un temps. Donc une question aussi de Marianne, alors qui est peut-être, tu y as déjà répondu partiellement, mais comme ça nous donne encore le plaisir de t'entendre. Cette envie de réparation met l'homme à l'extérieur de son environnement. Ne serait-il pas plus intéressant de restaurer en prenant en compte l'activité humaine afin d'avoir des écosystèmes stables dans le futur? Oui, là, on est bien évidemment, moi j'ai présenté en fait des exemples qui sont des exemples où les aspects, je dirais, restauration, réensauvagement, etc., sont toujours, je dirais, en faveur de la biosphère, c'est-à-dire en faveur des écosystèmes. Entre guillemets, on veut y remettre des espèces, on veut y rajouter de la résistance, de l'homéostasie dans ces systèmes-là. Et de fait, finalement, on ne parle pas de la présence de l'homme, mais il existe bien évidemment tout un gradient qui peut commencer tout simplement dans l'habitat urbain, simplement le fait de restaurer, enfin même pas de laisser la nature s'exprimer en ville, et tout ce qui passe par actuellement ce qu'on peut appeler avec d'une façon globale, tout ce qui est l'agroécologie, etc., où bien évidemment les opérations de restauration
je dirais, plutôt agronomique et agroécologique, elle laisse sa place à l'homme dans sa capacité à exploiter de manière durable l'écosystème. Donc il y a bien, moi j'étais sur des cas, c'est vrai, relativement extrêmes, parce que je n'ai pas l'occasion forcément de travailler en agroécologie ou dans tout ce qui est des systèmes d'agriculture durable comme l'agriculture biologique. Par contre, comme mon nom l'indique, du toit, je travaille sur les toits verts. On a aussi amené en ville, par exemple, à réaliser des aménagements de toits écosystémisés qui sont au bénéfice, certes, de la biodiversité, mais la couche de végétation qu'on va y installer va permettre aussi d'accroître la durabilité du bâtiment en réduisant, par exemple, les coûts de chauffage en hiver ou de climatisation en été. Donc il existe bien évidemment un gradient où l'homme a sa place, bien sûr, dans ces écosystèmes. Il ne s'agit pas d'exclure l'homme, et même je pense que dans les projets de réensauvagement, on n'en est pas, comme je disais, à vouloir restaurer des holocènes parcs où l'homme serait totalement absent. Par contre, on essaye de rétablir un équilibre où on aimerait un peu plus d'espace, où il n'est que de passage temporaire avec le minimum d'impact. Merci Thierry. Alors, une question de Sabine qui te demande comment déterminer au mieux l'état initial de référence que l'on cherche à restaurer. Et une deuxième partie de sa question que je te pose en même temps, quel est le lien entre restauration et entretien d'un milieu ? Alors, sur la vaste question de l'identification de l'écosystème de référence. Déjà, bien souvent, l'écosystème de référence n'est pas l'écosystème originel. Comme je dis, on ne cherche pas à restaurer la nature originelle. On cherche à restaurer un état de nature qualifié d'historique, qui est bien souvent en fait sous nos latitudes ce qu'on appelle des agroécosystèmes ou des socio-écosystèmes, des coévolutions entre certaines pratiques humaines, genre par exemple des pelouses sèches où on a des centaines d'années de pratiques pastorales, des prairies de fauche, etc., des tourbières qui ont été exploitées. Et je dirais que le choix de l'écosystème de référence n'est pas l'apanage du scientifique. Ça dépend beaucoup de ce qui est voulu par les acteurs de ces milieux, par les personnes qui fréquentent. Et généralement, la définition de ces écosystèmes de référence, c'est un compromis entre toutes les personnes qu'on a pu mettre autour d'une table, dans le comité de pilotage, au moment où se monte l'opération de restauration écologique, où il va falloir faire des choix sur ce qu'on veut mettre en matière de priorité en matière de restauration. Et on a souvent la possibilité de choisir plusieurs écosystèmes de référence parce que la trajectoire de cet écosystème a connu différents états et on peut choisir un de ces états. Et je dirais que c'est plus compliqué que ça, puisqu'on ne va pas choisir l'état, mais on va choisir en fait une trajectoire, puisqu'on sait que cet état n'est pas fixe. La nature, ce n'est pas une carte postale ancienne, c'est évolutif. Et donc, on va être amené en fait, à faire des choix souvent de compromis. Alors, la différence entre entretien et restauration, nous, on parle souvent de différence entre conservation et restauration. On considère qu'il y a restauration quand il y a besoin d'intervenir, parce que, donc c'est toujours par rapport à un état de référence, on considère que l'écosystème, dans sa dégradation, par l'homme, il a franchi ce qu'on appelle un seuil d'irréversibilité. On sait que de lui-même, il ne reviendra pas à son état de référence. Il ne sera pas résilient par rapport à l'état de référence qu'on veut mettre en place. Et donc, si on a une action active, on va parler de restauration. S'il suffit juste en fait, de conserver le système, par exemple une pelouse sèche qui a été abandonnée, si elle est encore à l'état prairial, si on a encore de la broussaille, on peut remettre les troupeaux, voire y mettre le feu, oh mon Dieu, mais ça va permettre de conserver ce qu'on a fait avant. Par contre, s'il faut intervenir, je dirais, de manière mécanique pour retirer des quantités de broussailles ou finalement aussi faire de l'étrépage de sol parce que sa quantité de matière organique est devenue très importante, là on parlera de restauration et de restauration active. Mais tout ça, bien sûr, c'est tous ces seuils, toutes ces frontières, je pense que tout le monde le sait, elles sont très poreuses en biologie. Une question d'Hugo qui nous demande comment l'accélération du changement climatique vient-il impacter la steppe de Cros et les efforts de restauration ? Alors, par rapport au changement climatique, ce qu'on sait sur la steppe de Cros, donc par rapport aux impacts au niveau régional sur la Cros, c'est qu'on a gagné 1,5 degré depuis les années 80 par rapport aux tranches de temps équivalentes, donc de 40 années depuis qu'il y a des mesures climatiques. Donc ça, on le sait. Ce qu'on ne sait pas, c'est comment a impacté cette élévation de la température moyenne en termes de diversité, de richesse en espèces sur la végétation. On sait également qu'on n'a ni gagné ni perdu en fait, en termes de pluviométrie. On a un changement dans la répartition, une pluviométrie qui était avant surtout printanière et qui est maintenant automnale. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe actuellement. Mais comme les systèmes pastoraux sont des systèmes qui sont extrêmement souples par rapport aux conditions environnementales, le berger ne va pas attendre que ces bêtes elles meurent de faim pour les déplacer, etc. Donc il y a une adaptation très rapide du type d'exploitation qui fait que
Quand on veut mesurer ces changements-là, on est bien embêté parce que on n'a pas mis en place d'observatoire comme il aurait fallu le faire déjà depuis les années 50. On a beaucoup de mal à séparer quels sont finalement les impacts des changements d'usage par rapport au changement climatique. Et ce qui impacte surtout l'accro actuellement, ce ne sont pas, à mon avis, les changements climatiques, c'est surtout les changements d'usage, puisque, comme vous l'avez vu, il nous reste actuellement plus qu'à peu près 20% de ce qu'a été l'accro, et la destruction continue, notamment avec ces projets de plateformes logistiques, de création d'autoroutes entre Fos et Salon, etc. Et ces destructions-là sont beaucoup plus radicales que le changement climatique, tel qu'on le mesure actuellement. Mais peut-être qu'il y a certaines choses qui nous échappent, mais en tout cas, elles sont très difficiles à mesurer, puisqu'on n'arrive pas à les séparer, en fait, à les discriminer des changements d'usage. D'accord. Peut-être une dernière ou une autre question de Deville qui nous demande comment pensez-vous le lien entre restauration écologique et sociale en lien avec les injustices environnementales, donc ça déborde un peu du cadre de cette conférence. Non, mais c'est aussi une très bonne question. C'est vrai que je l'ai pas abordé parce que il se trouve dans la plaine de Crau, on n'a pas eu particulièrement l'occasion de travailler sur cet aspect-là. Par contre, on avait la chance, parce que maintenant on n'y est pas allé depuis un an, de travailler en Nouvelle-Calédonie sur l'impact des mines de nickel, qui sont vraiment terribles, où là, on ne peut pas parler de restauration sans impliquer les populations locales, pour ne pas dire indigènes, parce que toutes ces populations ont un savoir-faire et des connaissances, en fait, par rapport aux espèces qui vont croître et par rapport à toute leur significativité, qui fait qu'on ne peut pas travailler, alors je ne sais pas si c'est l'aspect social, bien évidemment, sans les populations locales, d'ailleurs, quelles qu'elles soient, par rapport à la connaissance en fait qu'elles ont du fonctionnement de ces écosystèmes, la perception qu'elles en ont et que nous, on en a. Un autre exemple aussi à l'opposé de ce qu'on peut faire avec les populations locales en Nouvelle-Calédonie, j'ai eu l'occasion de travailler sur la restauration dans le nord de la France, sur des anciennes friches en fait, industrielles, que ce soit des lainières, des usines chimiques, etc., comme seul on sait les faire dans le nord de la France. Et finalement, on a eu énormément d'opposition, des ouvriers, des anciens ouvriers en fait, de ces sites, qui avaient certes vécu très durement en fait, au niveau professionnel, mais qui avaient aussi bien vécu par rapport à tout ce qu'il y avait ça, et qui, eux, ne l'entendaient pas du tout en fait, de participer à un effacement des traces de ce qui avait fait leur quotidien pendant plusieurs dizaines d'années et le quotidien de leurs parents et de leurs grands-parents. Donc là aussi, la restauration sociale, elle a visé aussi à inclure en fait, cette perception de cet écosystème, de ces écosystèmes entre guillemets dégradés, et d'inclure en fait, la permanence de certaines traces qui avait vocation à rappeler en fait ces pratiques aux générations futures avant qu'à nouveau ces espaces deviennent plutôt des espaces de nature. Merci. Une autre question peut-être là, et après je conclurai avec une dernière question. Alors je vais essayer de bien le lire, mais oui. Quel a été le lien entre le programme Przewalski en Crau et le sujet de votre présentation ? Alors c'est vrai qu'on a un sujet de thèse actuellement qu'on propose en fait sur restaurer ou réensauvager la nature, le cas en fait des pelouses causenardes. Mais il se trouve, comme je disais, ce qui est difficile en fait à trouver quand on veut comparer les différents modes de mise en place de ces outils de réparation. Je rappelle la restauration active, la réhabilitation, etc., le laisser-faire, bien que sur le Causse Méjean, a été introduit. Donc ça, c'est important, parce qu'on n'a pas de trace de sa présence ancienne sur le site, ce cheval, à des fins de conservation de cette espèce. Il s'agissait, en fait, après avoir récupéré des spécimens dans différents zoos européens, de leur permettre de se reconstituer, je dirais, des comportements, en fait, des interactions sous forme de manades avant leur réintroduction, cette fois-ci en Mongolie, ce qui a été fait au milieu des années 2000. Il reste actuellement une trentaine de chevaux sur un enclos qui est quand même très grand de 400 hectares, où ces chevaux quand même ont quasiment aucune interaction avec l'homme, contrairement aux élevages de chevaux domestiques ou alors aux opérations de conservation et de restauration des pelouses causenardes qui ont été faites à partir de systèmes classiques d'élevage ovin. Et donc on a trouvé intéressant, comme je disais, d'avoir là peut-être un cas, bien qu'il ne s'agisse pas de réensauvagement sensu stricto, mais de toute façon, il n'y a ni réensauvagement sensu stricto, il n'y a ni libre expression sensu stricto, ni restauration sensu stricto, parce qu'on est toujours tributaire des héritages du passé et de ce qu'il y a autour. Mais disons qu'on a trouvé une situation intéressante quelque part de travailler sur ce gradient qui va de la restauration, on va dire, active ou classique, avec la remise en place du système de l'élevage ovin, à des systèmes en fait, où on a des zones qui sont totalement abandonnées, la libre expression, et puis
une petite forme sur le degré, on va dire, d'ensauvagement, bien qu'il ne s'agisse pas de réensauvagement, encore une fois, la présence de ces chevaux qui vont nous permettre un peu de comparer les choses. Alors bien évidemment, le système n'est pas parfait, mais il n'y a aucun système parfait à ma connaissance qui permettrait de comparer ces différentes techniques si on appliquait à la lettre les définitions, hein, qui sont encore d'ailleurs assez, pour ma part, souvent peu fonctionnelles, hein, qui sont soit très larges et peu fonctionnelles sur le terrain, mais c'était l'occasion vraiment de travailler sur ce gradient, quoi. Voilà. D'accord. Et donc une toute dernière question, je la pose parce que c'est nos deux plus jeunes internautes, de Clémence et de Mathilde, qui nous écoutent. Ah. Est-ce que la santé d'un milieu, la bonne santé d'un milieu, se mesure au nombre d'espèces qu'il abrite ? Je traduis un peu. Oui, non, mais c'est très bien. Non, non, pas du tout. Ce n'est pas parce qu'il y a, je dirais, forcément beaucoup d'espèces différentes que le milieu va bien. La quantité d'espèces par unité de surface n'est pas un bon indicateur, hein. Il y a d'autres indicateurs qui sont multiples. On ne peut pas résumer, entre guillemets, la bonne santé d'un écosystème. Déjà, c'est une notion qui est complexe, hein, le bon état ou la bonne santé d'un écosystème. Il faut forcément avoir une approche multicritère qui est à la fois basée sur la présence des espèces, mais aussi leur fonction, leur répartition dans l'espace, leur turnover dans le temps. Et bien évidemment, on ne peut pas réduire la bonne santé d'un écosystème au nombre d'espèces qu'il va avoir. Parce que, par exemple, s'il a beaucoup d'espèces invasives, voilà. Mais après, bonne santé d'un écosystème, c'est toujours compliqué. Qu'est-ce que c'est la bonne santé d'un écosystème? Comme j'ai pu le dire, même ça, c'est important à retenir, hein, même les écosystèmes sont extrêmement dégradés. Donc finalement, on a très peu de diversité, très peu de richesse, etc. J'insiste sur le fait, à nouveau, qu'on n'a pas d'écosystème azoïque sur notre planète. Alors bien évidemment, ils peuvent être azoïques au moment en fait, de la perturbation. Hein, quand on a au niveau naturel une coulée de lave, au début, on n'a pas de vie. Mais très rapidement, et c'est surtout ce qui est, je dirais, impressionnant et rassurant, la vie, elle se réinstalle. Et pour l'instant, par rapport, nous, à cette vie qui se réinstalle sur des écosystèmes dits dégradés ou altérés, la grande difficulté, c'est de prévoir la réponse, ce qu'elle va nous apporter. C'est source d'émerveillement, mais pour un naturaliste, pour un aménageur, ça ne l'est pas forcément. Ben merci Thierry pour toutes ces précisions. Merci encore à tous pour votre présence, y compris pour les personnes que je ne vois pas. Mais apparemment, il y avait quelques personnes qui ont suivi. Donc oui, je suis content. Oui, il y avait même pas mal de personnes qui ont suivi. Merci Carole. On vous remercie tous de votre fidélité. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, merci. Merci beaucoup à Thierry. C'était pas facile aujourd'hui dans ces conditions. Et donc, on vous donne rendez-vous et on va suivre le rendez-vous maintenant qu'on s'est retrouvés. Le dernier mercredi du mois de mai, et dès qu'on a la validation pour notre prochain conférencier, on vous envoie toutes les références. Voilà. Merci beaucoup, une très bonne soirée, merci de vous l'avoir suivi. Encore merci Thierry, et j'espère que vous avez appris beaucoup de choses, comme nous du reste ici, en sa compagnie. Merci à tous, au revoir.